Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment aborder un sujet d'épreuve continue d'enseignement scientifique pour le bac. Donc c'est un sujet que je vous ai distribué la semaine dernière, pour lequel je vous ai donné la semaine pour essayer de le travailler, et on fera ce sujet en classe entière dans les conditions de l'épreuve de bac que vous aurez à la fin de l'année, c'est les fameuses 3C. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas corriger ce sujet puisque vous avez une semaine pour le faire, je pense que c'est largement suffisant. Je vais simplement vous donner quelques trucs et astuces de la méthode, de la méthodologie pour pouvoir aborder un sujet sereinement. Donc on va commencer par regarder la question 1. Dans la question 1, on vous demande de calculer la longueur d'un méridien terrestre. Alors, pour faire ça, déjà, il faut se souvenir de ce que c'est qu'un méridien. On l'a vu dans le cours. Donc, c'est une ligne imaginaire qui fait tout le tour de la Terre, du pôle Nord au pôle Sud, puis du pôle Sud au pôle Nord. Donc, finalement, calculer la longueur d'un méridien terrestre, ça revient à calculer la circonférence de la Terre. Donc, si on assimile la Terre à une sphère, ça revient simplement à calculer la circonférence d'une sphère. Et la circonférence d'une sphère, c'est une formule qui est connue. Si vous l'avez oubliée, vous pouvez la chercher sur Internet sans souci. C'est une formule qui ne dépend que d'une seule chose, du rayon. Et si vous regardez l'introduction de l'exercice 1, le rayon de la Terre, on vous le donne. Et en plus, on spécifie que la Terre a une géométrie sphérique. Donc pour répondre à cette question, vous avez besoin de dire qu'on fait l'hypothèse que la Terre est une sphère. Parce que vous avez fait l'hypothèse que la Terre est une sphère, vous avez le droit d'utiliser la formule qui permet de calculer la circonférence d'une sphère à partir du rayon qu'on vous a donné. On regarde maintenant les questions 2A et 2B. La question, c'est à partir des informations du tableau ci-dessus. Ça veut dire que pour répondre à cette question, vous n'avez a priori pas besoin de connaissances personnelles. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans le tableau ci-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a dans le tableau ci-dessus? On a des informations de longitude et de latitude. Et les questions 2A et 2B, c'est de savoir quelles sont les villes qui se situent sur le même méridien et quelles sont les villes qui se situent sur le même parallèle. Donc là, je vous laisserai aller revoir la définition de ce que c'est qu'un parallèle et un méridien. Et a priori, pour y répondre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut simplement regarder les longitudes et les latitudes des différentes villes. Regardez dans quel cas les longitudes sont les mêmes et les latitudes sont différentes, et inversement, regardez dans quel cas les latitudes sont les mêmes et les longitudes sont différentes. Si vous êtes un peu malin et que vous appliquez les conseils que les profs vous donnent, à savoir jeter un coup d'œil sur l'ensemble du sujet avant de démarrer, vous pouvez aussi utiliser le document numéro 2 pour répondre à cette question, puisque sur le document numéro 2, clairement, on voit quelles sont les villes qui sont sur le même méridien et quelles sont les villes qui sont sur le même parallèle. D'accord ? Mais pour répondre le jour de l'épreuve correctement à cette question, il faut utiliser les informations du tableau. Le document 2, c'est juste pour voir si vous vous plantez ou pas. Dans les questions 3A et 3B, on vous demande 1. De donner la mesure en degrés de deux angles, et ensuite dans la question 3B de calculer une longueur. Alors déjà, l'emploi des verbes dans une question, il est archi important. La question 3A, le verbe qui est utilisé, c'est donner. Ça veut dire que la mesure de cet angle, elle se trouve quelque part dans des documents. À vous de la donner, d'accord, de la trouver. Donc, le seul document dans lequel on a des informations d'angle, c'est le tableau où on a les longitudes et les latitudes. Donc, à vous de savoir quelle ville correspond à Q, quelle ville correspond à O, quelle ville correspond à T, d'accord ? D'utiliser les informations d'angle qu'on a de longitude et latitude pour ces différentes villes et de donner l'angle QOT. Et vous faites pareil pour T, I, T'. Ensuite, dans la question 3B, on vous demande de calculer. Donc là, il y a un calcul à faire. Une longueur de la portion du méridien reliant Quito à Toronto. Alors, si vous regardez l'introduction de la question 3, la lettre Q, ça sera pour Quito, et Toronto, ça sera la lettre T. Donc, on vous demande de calculer la portion du méridien qui relie la lettre Q à la lettre T. Donc il faut regarder cette fois-ci, d'accord, le document numéro 2 qui vient d'apparaître. J'ai eu un petit bug sur les questions, on est toujours sur la question 3A, 3B. Et en fait, on vous demande de calculer l'arc de cercle QT. Donc à vous de faire un petit peu de trigonométrie, et même pas en fait.
pour essayer de calculer un arc de cercle. On avait vu dans le cours que pour calculer un arc de cercle, et on avait fait ça lorsqu'on avait parlé de la méthode d'Ératosthène, que pour le faire, il fallait simplement connaître la longueur OQ ici et l'angle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a demandé de calculer l'angle juste avant. Dans les questions 4A, 4B et 4C, là, il va falloir faire un peu de maths, utiliser des relations simples de trigonométrique pour essayer de me sortir la longueur OT, la longueur IT, à partir de ces deux-là, d'en déduire la longueur d'un parallèle passant par Toulouse et Toronto. Là, encore une fois, revoyez vos définitions de ce que c'est qu'un parallèle et un méridien pour ne pas vous planter. Et vous devrez justifier par un calcul, mais qui n'est pas dur, prenez le temps de le faire, que la longueur du parallèle qu'il y a entre Toulouse et Toronto fait à peu près 6999 km. Donc là, on est vraiment dans la géométrie du triangle, d'accord ? Il y a deux façons de le faire. Il y a une approche directe où vous allez utiliser un sinus, d'accord ? Et il y a une approche indirecte où vous allez utiliser un cosinus. Mais si vous utilisez le cosinus, je dis que c'est une méthode indirecte parce que vous êtes en train de passer par une propriété d'angle alterne interne, d'accord, qu'il faudra préciser. Moi, je vous conseille de taper sur le sinus parce que ça sera plus simple. Je vous donne pas trop d'indications sur les questions qui suivent parce qu'elles sont pas compliquées. On est sur des questions de cours. Je vous rappelle simplement comment on fait à partir d'une courbe de décroissance radioactive pour déterminer le temps de demi-vie. Et je vous rappelle qu'on avait défini le temps de demi-vie, le temps qui correspond au moment où la moitié des noyaux ont été désintégrés. Donc si je regarde mon gros graphique, la moitié des noyaux c'est lorsque je tombe à 50%, ben je regarde où est-ce que je tombe sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire à peu près 6000 années. D'accord ? Donc, si je me permets de sauter certaines questions pour vous rappeler ça, c'est parce que les questions que j'ai sautées, elles sont en rapport avec ce qu'on appelle de la datation carbone 14. Et la datation carbone 14, finalement, c'est simplement, ça revient simplement, à donner des temps de demi-vie à partir d'une courbe de décroissance radioactive, d'accord, pour en déduire, d'accord, la date, par exemple, d'une roche, d'une peinture, d'une sculpture, etc., de n'importe quel échantillon qui comporte du carbone, d'accord ? C'est comme ça qu'on fait pour les dater, d'accord ? Donc à vous de réfléchir sur comment on fait. Ça reste simplement une application de ce qu'on a fait nous en cours il y a plusieurs mois, c'est-à-dire de l'interprétation et de l'analyse d'une courbe de décroissance radioactive. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous et à la semaine prochaine.